Mon père a dit que je n'étais pas le bienvenu à Noël. Sans pleurer, j'ai répondu OK et annulé tous les prélèvements automatiques, le prêt, les factures, le traiteur. Le soir, mon téléphone affichait 42 appels en absence. Je me suis réveillé avant le soleil ce matin-là, dans cette sorte de lumière grise de Lyon qui donne au monde entier une sensation de calme et d'une certaine fragilité. Mon appartement était silencieux, le chauffage cliquetant doucement dans les conduits. Et pendant un instant, je suis resté assise là, sur le bord du lit, les mains enroulées autour de mes genoux. Je me souviens avoir pensé que ce serait une journée ordinaire, un de ces matins froids de décembre où l'on se fait un café, on répond à ses emails, et on essaie de ne pas trop penser aux fêtes. Pour moi, ce matin-là, j'étais debout, pieds nus dans ma petite cuisine, une tasse me réchauffant les mains, quand tout a basculé. Je suis toujours surprise de la vitesse à laquelle une vie peut prendre un autre tournant. J'ai ouvert mon ordinateur portable comme je le faisais chaque mois de décembre, m'attendant à voir le flot habituel de messages de ma famille de Grenoble. La conversation de groupe était normalement très animée à cette période de l'année. Ma sœur Hélène se disputant à propos de recettes. Mon père aboyant des instructions sur les heures d'arrivée. Ma mère rappelant à tout le monde d'étiqueter les plats. Mais ce matin-là, la boîte de réception me fixait comme un mur blanc. Pas un seul objet de message contenant le mot Noël. Pas une seule photo de quelqu'un en train de décorer. Pas même un rappel passif-agressif d'Hélène. J'ai actualisé la page une fois, puis une autre. Rien. J'ai essayé le dossier partagé que nous utilisions toujours pour organiser le menu des fêtes. Accès refusé. J'ai cliqué à nouveau, pensant que j'avais peut-être cliqué sur le mauvais lien. Accès refusé. Ce message rouge brillait sur l'écran, net et intentionnel. Quelque chose dans ma poitrine s'est resserré d'une manière trop familière. Je suis resté là, ma tasse à mi-chemin de ma bouche, et j'ai senti mon cœur s'accélérer. Pendant des années, j'avais été celle qui faisait tourner cette maison en coulisses. Les mensualités du prêt immobilier, les factures d'eau et d'électricité, Internet, les réparations, tout était discrètement payé depuis mon compte parce que je gagnais bien ma vie et parce que mes parents me l'avaient demandé de cette manière douce et pleine de culpabilité qui rendait difficile de dire non. Mon père disait toujours qu'il s'occuperait de Noël et des traditions, et que je m'occuperais des choses ennuyeuses. Il le disait comme si c'était un compliment. Je ne l'ai jamais ressenti comme tel. J'ai posé ma tasse et j'ai pris mon téléphone, me disant que je réfléchissais trop. Peut-être qu'ils avaient commencé une nouvelle conversation. Peut-être que mon père avait oublié de m'ajouter. Peut-être qu'il y avait un bug. Cette pensée ne me réconfortait pas, mais j'ai quand même attrapé mon téléphone. Une nouvelle icône de message vocal clignotait en haut de l'écran. L'horodatage indiquait qu'il était arrivé tard la nuit précédente. J'ai appuyé sur lecture et j'ai tenu le téléphone près de mon oreille. La voix de mon père a rempli la cuisine. Froide, plate, le même ton qu'il utilisait quand il voulait s'assurer que je sache qu'il avait le dernier mot. Il a dit qu'ils avaient parlé. Il a dit qu'ils étaient tous d'accord. Il a dit que je n'étais pas la bienvenue à Noël cette année. Il n'y avait aucune hésitation. Aucune explication, juste le verdict. Je suis resté parfaitement immobile. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas respiré pendant une seconde. J'ai senti mes épaules se contracter, comme si mon corps connaissait ce coup avant même que mon esprit ne puisse le comprendre. Une douleur familière me serra la gorge. Je l'ai ravalée difficilement. Pendant un instant, j'ai juste regardé par la fenêtre de la cuisine la rangée d'immeubles, les balcons en face du mien. Une femme dans un grand manteau secouait un tapis par-dessus sa balustrade et riait de quelque chose que son chien faisait. La vie ordinaire, simple et chaleureuse, continuait dehors tandis que la mienne semblait se resserrer autour de moi. J'ai réécouté le message vocal, plus doucement cette fois, comme si une deuxième écoute pouvait en changer le sens. Ce ne fut pas le cas. Cela n'a fait que rendre le souvenir plus vif. Le dernier Noël que j'ai passé chez eux m'est revenu en un éclair. J'étais arrivé en retard après qu'un déploiement au travail avait mal tourné. Mon père s'était tenu devant toute la famille et m'avait demandé si j'avais enfin décidé de rejoindre les vivants. Les gens ont ri parce qu'ils riaient toujours quand ils se moquaient de quelqu'un. Mon visage m'avait brûlé alors que je posais le plat que j'avais préparé à l'aube. Maman a fait semblant de ne pas remarquer. Hélène a levé les yeux au ciel et m'a dit de me détendre. J'ai refoulé ce souvenir comme je le faisais toujours. Mais quelque chose de différent s'est produit cette fois.
Au lieu de s'estomper, il est resté en place. Je me suis dirigé vers la table et je me suis affalé sur une chaise. Mes doigts se sont crispés sur les bords de mon téléphone jusqu'à ce qu'il me fasse mal. Je pouvais sentir le tremblement dans mes mains, non pas de peur, mais de clarté. Une sorte de reconnaissance silencieuse m'a envahi. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils ne m'avaient pas négligé. Ils avaient choisi de m'exclure. Le message vocal était toujours ouvert sur mon écran. Mon pouce planait au-dessus des options. J'ai tapé sur enregistrer. Le son du clic semblait définitif. Je me suis penché en arrière et j'ai laissé ma tête reposer contre la chaise, fixant le plafond. La pièce semblait trop silencieuse. Je me sentis plus âgé que mes 32 ans à ce moment-là. Fatigué d'une manière qui n'avait rien à voir avec le sommeil. Mais sous cette fatigue, il y avait quelque chose de stable, quelque chose qui avait été refoulé et ignoré pendant des années. Une ligne se formait, une limite que je ne reconnaissais pas, mais que je savais nécessaire. Mon téléphone a vibré une fois dans ma main. Je l'ai soulevé, m'attendant à un autre message de mon père. Ce n'était pas le cas. C'était mon agenda professionnel me rappelant une réunion dans 1 heure. Le monde ordinaire me tirait, me demandant d'avancer. J'ai posé le téléphone face visible sur la table. L'icône du message vocal brillait toujours en haut de l'écran, comme un rappel que je n'étais pas prêt à toucher à nouveau. Dehors, le ciel était passé du gris à un argent terne. J'ai regardé la lumière changer sur le mur et j'ai laissé chaque pensée se déposer. De la même manière que la neige se dépose sur une rue calme, lente, lourde, claire. J'ai de nouveau attrapé ma tasse, le café maintenant tiède, et j'ai pris une longue gorgée. Mes mains se sont stabilisées, ma respiration s'est égalisée. Et c'est à ce moment-là que la deuxième notification a glissé sur mon écran, douce comme un murmure, portant un nom que je ne m'attendais pas du tout à entendre. Pendant une seconde, mon cerveau n'a pas compris ce que je regardais. Mes yeux ont parcouru la ligne d'aperçu avant que les mots ne fassent sens. Un rappel amical que mon paiement automatique de 2 750 € pour la propriété du Clos des Chênes à Grenoble serait traité dans 2 jours. Je suis resté assise là, à regarder cette petite notification comme si elle venait d'un autre univers. Mon père venait de me dire que je n'étais pas la bienvenue à Noël, qu'ils étaient tous d'accord, et voilà que mon application bancaire me rappelait joyeusement que j'étais sur le point de payer pour le toit au-dessus de leur tête. Quelque chose en moi s'est mis en place. J'ai posé la tasse avec précaution et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé sur mes emails professionnels, mais mes mains se sont dirigées directement vers l'onglet de la banque. Je me suis connecté sans vraiment y penser. La mémoire musculaire prenant le dessus quand on répète quelque chose assez longtemps, le tableau de bord est apparu, tout bleu et blanc et calme. Compte courant, épargne, retraite, et puis, posé là comme un rocher au milieu d'un ruisseau, la ligne du prêt immobilier, le Clos des Chênes, Grenoble, paiement à venir, 2 750 €. Ma gorge s'est asséchée. J'ai ouvert l'historique des transactions et j'ai fait défiler. Mois après mois, le même montant, le même jour, depuis près de 4 ans. J'ai fait un calcul rapide dans ma tête, les chiffres s'empilant jusqu'à ce que ma poitrine se serre. C'était plus que ce que la plupart des gens gagnent en 1 an. C'était plus que ce que mes parents avaient jamais investi dans mon avenir. J'envoyais cet argent discrètement pendant que mon père tenait la cour au dîner de famille en parlant de combien il travaillait dur pour subvenir à leurs besoins. J'ai cliqué pour fermer et j'ai ouvert le tableur que je tenais pour moi-même, celui que j'avais commencé au début de ma vingtaine quand j'avais sérieusement décidé de me désendetter. À l'époque, je suivais chaque café au lait et chaque course. Ces dernières années, les plus grandes entrées étaient toutes les mêmes. Prêt immobilier, facture, internet, taxes foncières, provisions. La feuille de calcul s'est chargée et mes propres notes me sautaient aux yeux. J'ai glissé mon doigt sur le pavé tactile et j'ai suivi les chiffres, ligne après ligne. Ligne. Prépayé. Prépayé à nouveau. Facture électricité payée. Gaz payé. J'avais étiqueté la plupart d'entre eux comme maison familiale. J'ai regardé cette étiquette et j'ai senti ma mâchoire se crisper. Il y avait un lien numérisé dans un coin de la feuille que je n'avais pas ouvert depuis longtemps. Document du prêt. J'ai cliqué dessus et j'ai attendu que le PDF s'affiche lentement à l'écran. Les lettres noires semblaient trop nettes dans la lumière du matin. En haut, sous au propriétaire, il était écrit Georges Dubois et Daniel Dubois, mon père et ma mère. En dessous,
en plus petit caractère, se trouvaient les informations sur l'emprunteur. Mon père et ma mère. Puis une deuxième section, co-emprunteuse. Mon nom était là, en caractère d'imprimerie. Laure Dubois. Aucune mention de copropriétaire. Aucune mention de titre partagé. J'étais un nom dont la banque avait besoin, pas une personne ayant des droits. Je me suis souvenu du jour où mon père a apporté les papiers à mon appartement. Je venais de commencer mon nouveau travail à Lyon, fraîchement promu, encore abasourdi de gagner 350 000 € par an. Il s'est assis à ma petite table de cuisine en parlant d'opportunités, de famille, de la façon dont cette maison à Grenoble allait faire partie de notre héritage. Il a dit que la banque avait besoin de mes revenus pour obtenir un meilleur taux, et qu'une fois les choses stables, il m'ajouterait à l'acte de propriété. Maman avait hoché la tête, les yeux baissés, les mains enroulées autour d'une tasse de café. J'avais tellement voulu le croire. En regardant le document maintenant, ce souvenir ressemblait à une scène de la vie de quelqu'un d'autre. Mon estomac s'est noué. J'ai continué à faire défiler les petits caractères, cherchant quelque chose qui prouverait que j'avais mal compris. Ce n'était pas là. Je me suis penché en arrière et j'ai frotté mon front avec la paume de mes mains. Ma respiration semblait trop forte dans la cuisine silencieuse. Dehors, le trafic sur l'autoroute bourdonnait faiblement, comme un océan lointain. J'ai pensé à toutes les fois où mon père avait présenté la maison comme quelque chose qu'il avait construit, la façon dont il se rengorgeait quand les voisins complimentaient la cuisine. Il n'a jamais mentionné que sa fille à Lyon avait discrètement signé la plupart des chèques. Je suis retourné au tableur et j'ai ajouté une nouvelle colonne à la fin. Je l'ai intitulée avec un petit sourire amer « Réalité ». Dans cette colonne, j'ai commencé à additionner ce que j'avais réellement contribué. Toto du prêt immobilier, toto des factures, coût de rénovation, la nouvelle machine à laver quand l'ancienne a inondé la buanderie, la réparation du toit après la première forte pluie, la facture de l'électricien quand l'ancienne installation électrique a échoué à l'inspection. Quand j'ai terminé ce décompte approximatif, ma tête tournait un peu. Plus de 90%. C'est l'estimation qui me regardait. Plus de 90% de l'argent qui avait servi à maintenir cette maison debout venait de moi. Pendant que mon père disait à tout le monde qu'il portait la famille sur son dos. Je suis resté assise là pendant une longue minute, écoutant le faible tic-tac de l'horloge sur ma cuisinière. Une petite pulsation de colère chaude battait derrière mes yeux. Pas le genre de colère sauvage avec laquelle on crie, le genre de colère silencieuse qui s'assoit et prend des notes. Sur une impulsion, j'ai ouvert ma boîte email et j'ai cherché le clos des chaînes. Toute une série de messages se sont allumés. Rappel de la banque, avis des compagnies de services publics, reçu du magasin de bricolage quand j'ai commandé des matériaux pour la rénovation de la cuisine. Tous m'étaient adressés. Aucun d'entre eux n'a jamais été mentionné lors des dîners de famille. J'ai cliqué sur un email datant de 2 ans, quand j'avais payé une énorme facture de plomberie après avoir écrit à mon père pour lui expliquer le coût et dire que c'était couvert, mais que nous devions parler de fixer des limites sur la durée pendant laquelle je pourrais continuer à faire ça. Sa réponse était courte, presque méprisante. Il a dit quelque chose sur le fait que la famille s'entraide et qu'avec mon gros salaire dans la tech, c'était la moindre des choses que je puisse faire. Je l'ai relu maintenant et j'ai ressenti ce même vieux pincement dans ma poitrine. Seulement cette fois, ça ne m'a pas fait me sentir petite. Ça m'a rendu lucide. Je suis passé des emails aux messages et j'ai fait défiler loin en arrière dans la conversation intitulée « Famille ». Pendant des années, c'était là que nous partagions des photos et des nouvelles. À un moment donné, c'était devenu un endroit où mon père lançait des instructions, et Hélène suivait. J'ai continué à faire défiler jusqu'à ce que j'atteigne un bloc de messages datant de l'époque où j'ai signé les papiers du prêt. Je me souviens que mon père m'avait dit qu'il expliquerait les choses à la famille plus tard. Il l'avait fait, à sa manière. Il y avait une conversation séparée à laquelle je n'avais pas prêté attention à l'époque, une à laquelle il m'avait ajouté après coup. Mes doigts ont ralenti quand j'ai vu le nom du groupe, le Noyau du Bois. Je l'ai ouvert et j'ai fait défiler vers le haut. Beaucoup de discussions, la plupart de mon père se plaignant des factures et d'Hélène se plaignant de sa propre vie. Puis mes yeux se sont posés sur un petit groupe de messages qui m'ont retourné l'estomac. Hélène écrivait qu'au moins quelqu'un dans cette famille était utile. Mon père a répondu que Laure devrait être reconnaissante de pouvoir payer pour quelque chose de réel au lieu de gaspiller de l'argent dans son appartement en centre-ville et ses gadgets stupides. Hélène a envoyé un emoji qui rit et a dit que Laure avait toujours été un peu prétentieuse. Alain a répondu que tant que je continuais à faire couler l'argent,
il pouvait tolérer l'attitude. J'ai lu cette dernière ligne 3 fois. C'était une chose de se sentir utilisé. C'était comme une transaction approuvée dans une conversation de groupe. Il ne se contentait pas de s'appuyer sur moi. Il mesurait ma valeur en euros et la commentait comme si c'était un spectacle. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai posé le téléphone, puis je l'ai repris et j'ai fait des captures d'écran de toute la conversation. Chaque clic doux du son de la capture ressemblait à un clou s'enfonçant dans une planche de bois. J'ai déposé les captures d'écran dans un nouveau dossier sur mon bureau et je l'ai nommé avec le premier mot qui m'est venu à l'esprit, preuve. Je suis resté assise là à regarder cette petite icône de dossier, ressentant un étrange mélange de chagrin et de soulagement. Chagrin pour toutes les années que j'avais passées à me contorsionner pour m'adapter à leur idée de la famille. Soulagement d'avoir enfin la preuve que je n'imaginais rien, que la légère torsion dans mon ventre chaque fois que mon père appelait pour demander de l'argent était mon corps qui m'avertissait depuis le début. La lumière dans la cuisine a changé au fil de la matinée. Mon café était devenu froid, intact. J'ai poussé la tasse de côté et j'ai regardé à nouveau la notification du prêt immobilier toujours dans ma boîte email. 2 jours avant le prochain paiement. Pour la première fois depuis que j'ai signé ces papiers, une pensée s'est formée dans mon esprit, à la fois terrifiante et solide. Je n'étais pas obligé de le laisser passer. Cette pensée est restée dans mon esprit comme une petite flamme stable, tandis que le reste de moi se sentait froid. J'ai fermé la fenêtre de la banque et j'ai repoussé l'ordinateur portable. Mais l'idée est restée avec moi alors que je marchais dans le couloir pour prendre un pull dans la chambre. Chaque pas semblait plus lourd, comme si mon corps savait déjà que c'était un tournant, même si mon esprit n'avait pas encore rattrapé. Le pull était drapé sur une chaise près de la fenêtre, et quand je l'ai pris, j'ai remarqué mon reflet dans la vitre. J'avais l'air fatigué, pas dans un sens physique, mais de cette manière profonde qui vient après des années à être la pacificatrice, la pourvoyeuse, et celle qui ne disait jamais non. Mes yeux se sont attardés sur mon propre visage, m'étudiant presque, me demandant comment je n'avais pas vu ça plus tôt. J'ai enfilé le pull et je me suis assise sur le bord du lit, regardant la moquette alors que des souvenirs commençaient à refaire surface. Pas les souvenirs réconfortants, ceux que j'avais rangés dans des boîtes au fond de mon esprit. Des moments qui semblaient petits à l'époque mais qui, mis bout à bout, formaient un schéma que je ne pouvais plus ignorer. Je me suis souvenu quand j'avais 17 ans et que j'ai été accepté dans un programme de technologie d'été à Bordeaux. J'étais si excité que je l'ai dit à papa dès que je suis rentré de l'école. Il a à peine levé les yeux de son journal avant de me dire que c'était trop loin et que je ne devais pas agir comme si j'étais meilleur que tout le monde. Je me souviens comment j'ai plié la lettre d'acceptation en un minuscule carré et je l'ai caché dans le tiroir de mon bureau. Ce programme aurait pu tout changer très tôt, mais papa a fait croire que vouloir plus était irrespectueux. Je me suis souvenu de mon premier déménagement à Lyon et de mon embauche chez Axone Numérique. Je l'avais appelé la veille de mon premier jour, espérant quelque chose comme de la fierté. Il m'a dit de ne pas prendre la grosse tête et m'a rappelé que la famille passait avant la carrière. À l'époque, je pensais qu'il le disait de manière aimante. Maintenant, j'entendais l'avertissement derrière les mots, continue d'envoyer de l'aide. Continue de payer. N'oublie pas ce que tu nous dois. Je me suis frotté les paumes sur mon jean et je suis retourné dans la cuisine. L'air semblait différent maintenant. Plus clair, comme si quelque chose avait changé dans la pièce et en moi. J'ai ouvert le frigo sans raison réelle, j'ai regardé les étagères, puis je les refermais. Mon esprit ne cessait de rejouer des choses que j'avais balayées pendant des années. J'ai pensé à la façon dont papa ne partageait jamais de détails financiers avec personne, mais s'attendait à ce que je paie les factures sans aucune explication. J'ai pensé à Hélène assise à cette table de salle à manger brillante, souriant lorsque les voisins louaient la rénovation comme si elle avait choisi le carrelage que j'avais passé un samedi entier à choisir. J'ai pensé à la fois où elle m'a dit de sa voix douce et suggestive que ma carrière était bien, mais qu'être un soutien était mieux que de réussir. La prise de conscience que tout cela avait été du conditionnement m'a fait serrer la mâchoire. Je me suis dirigé vers le petit bureau dans le coin du salon et j'ai sorti la pile de courriers que j'avais ignorée pendant une semaine. Juste au-dessus, il y avait une autre enveloppe de la société de prêt immobilier. Ils envoyaient toujours une copie papier, même si j'étais passé au format électronique il y a longtemps. La lettre pliée à l'intérieur montrait le même chiffre que la notification. 2750 € dû dans 2 jours. Je l'ai posé à plat sur le bureau et je l'ai regardé jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Puis j'ai entendu mon téléphone vibrer de l'autre côté de la pièce. J'ai vérifié l'écran et je me suis figé.
Un texto de papa. L'aperçu ne montrait que les premiers mots. Il faut qu'on parle de Noël. Mon souffle s'est bloqué derrière mes côtes. Je l'ai ouvert avec un pouce qui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Le message était court. Puisque tu ne viens pas, nous avons besoin que tu transfères la compte du traiteur avant ce soir. Hélène s'occupe du menu et a dit qu'elle t'a envoyé le total. C'est 7000 €. Ne sois pas en retard. J'ai laissé tomber le téléphone sur le coussin du canapé. Il n'y avait pas de point d'interrogation, pas de salutation, pas de merci, juste des instructions, comme si j'étais une employée qui avait manqué une échéance. Je me suis frotté la nuque et je suis allé à la fenêtre. Le ciel dehors était devenu pâle et froid, le genre de lumière qui promet la pluie. 7000 € pour un traiteur. Pour un dîner de Noël auquel je n'étais apparemment pas la bienvenue. Je n'avais même pas vu la facture, et il me disait déjà de la payer. Une partie de moi qui se souvenait encore d'être une fille pleine d'espoir voulait croire que c'était un malentendu. Peut-être qu'Hélène s'était trompée en tapant, mais la plus grande partie, celle qui avait passé toute la matinée à regarder des papiers qui prouvaient la vérité, savait mieux. J'ai repris le téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à la conversation familiale. Tout en haut, il y avait un message d'Hélène envoyé tard la nuit précédente. Le menu est finalisé. Laure couvrira la compte. Papa a dit qu'elle avait promis. Je n'avais jamais rien promis. Une chaleur est montée dans ma poitrine, se propageant vers le haut jusqu'à atteindre mes joues. J'ai tapé une réponse. Quand ai-je promis ça? Mon doigt a plané au-dessus de envoyer, mais après une longue respiration, j'ai supprimé le message. Je ne leur devais aucune explication. J'ai de nouveau éteint le téléphone. Je suis retourné au bureau et je me suis assise lentement. La lettre du prêt immobilier reposait devant moi comme une question. Pendant des années, j'avais répondu à cette question avec une loyauté aveugle. Aujourd'hui, pour la première fois, je la voyais clairement. J'ai rallumé mon ordinateur portable et j'ai ouvert un document vierge. Mes doigts n'ont hésité qu'une seconde avant que je ne commence à taper les détails que j'avais évité d'affronter pleinement. Paiement, date, réparation, accord silencieux. Promesse non tenue. J'ai tout écrit comme si je préparais un dossier pour que quelqu'un d'autre le lise. Mais ce dossier était pour moi. Plus je tapais, plus ma respiration se stabilisait. Les faits étaient clairs. J'avais porté le poids financier d'une maison dans laquelle je ne vivais pas et où je n'étais pas la bienvenue. J'avais payé pour une image de famille que mon père contrôlait et un confort qu'ils acceptaient sans gratitude. Je m'étais laissé croire que les aider signifiait que j'étais nécessaire, aimé, incluse. Mais ce matin m'a montré exactement ce que j'étais pour eux. Une source, une ressource, une ligne de revenus fiable. Et maintenant, ils en voulaient plus. 7000 € pour un traiteur en plus de tout le reste. Je me suis assise en arrière lentement, laissant la vérité s'installer sans la combattre. Une douleur sourde s'est propagée dans ma poitrine, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus stable. De la détermination. J'ai regardé la lettre du prêt une dernière fois. 2 jours, c'est tout. J'ai de nouveau attrapé mon téléphone avec un calme étrange et j'ai ouvert l'application bancaire. Mon pouce a plané au-dessus des paramètres de paiement automatique, pas encore prêt à toucher quoi que ce soit, mais ne craignant plus la possibilité. Pour la première fois de ma vie, l'idée de dire non ne ressemblait pas à une trahison. C'était comme de l'air. Je suis resté assise là, le téléphone à la main, laissant ce sentiment m'envahir jusqu'à ce qu'une pensée différente me ramène à l'instant présent. Si je faisais ça, si je le faisais vraiment, il le remarquerait et tout changerait. La pièce semblait silencieuse, trop silencieuse, et j'ai regardé l'écran jusqu'à ce qu'un léger coup à la porte de mon appartement me fasse sursauter. Je me suis levé lentement, ne sachant pas qui pourrait me rendre visite si tôt dans la journée. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis ressaisi et je me suis dirigé vers la porte. J'ai attrapé la poignée et j'ai fait une pause en entendant une voix familière de l'autre côté. C'était ma mère. Je me suis figé, la main toujours sur la poignée, le souffle coupé quelque part dans ma poitrine. Je n'avais pas entendu la voix de ma mère devant mon appartement depuis des années. Elle laissait habituellement papa parler pour eux deux. Et quand elle me contactait, c'était par texto, doux et vague, comme si elle avait peur de dire la mauvaise chose. L'entendre prononcer doucement mon nom à travers le bois m'a tordu l'estomac. J'ai ouvert la porte lentement. Elle se tenait là, enveloppée dans un long manteau de laine,
les cheveux tirés en arrière, ses yeux parcourant mon visage comme si elle se préparait à quelque chose. Elle tenait un sac de course réutilisable dans une main, comme si elle avait besoin d'une excuse pour être là. « Salut, ma chérie. » Sa voix était chaude, mais quelque chose semblait calculé. « Je peux entrer une seconde ?» J'ai reculé sans répondre. Elle est passée devant moi et a posé le sac sur le comptoir de la cuisine. Je l'ai regardé observer mon appartement. Son regard se posant sur l'ordinateur portable ouvert et la pile d'enveloppes. Il était impossible de cacher la lettre du prêt immobilier juste au-dessus. Ses yeux s'y sont attardés un instant de trop avant qu'elle ne se tourne vers moi avec un petit sourire qui semblait peser plus lourd qu'elle. Je me suis dit que je passerais puisque j'étais dans le coin. Elle a joint ses mains comme elle le faisait quand elle voulait paraître inoffensive. Je t'ai fait un cake à la banane. Je sais que tu adores ça. J'ai jeté un coup d'œil au sac de course. En effet, un pain enveloppé de papier d'aluminium était à l'intérieur. Ma poitrine s'est serrée. En grandissant, le cake à la banane était son offre de paix. Elle le faisait toujours après que papa ait perdu son sang-froid, plaçant le pain chaud sur le comptoir comme si la douceur pouvait remplacer des excuses qu'il ne donnait jamais. Je n'ai rien dit. Elle a baissé les yeux sur ses mains et s'est éclairci la gorge. Ton père a mentionné que tu étais contrarié. Les mots sont sortis lentement, avec précaution. Je voulais savoir de ta bouche ce qui s'est passé. Tu sais comment il est parfois. Il ne choisit pas toujours les bons mots. Un petit rire sec m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Il m'a dit que je ne suis pas la bienvenue à Noël. Il n'y a pas vraiment d'autre façon de le dire. Elle a grimacé comme si la phrase avait été physiquement douloureuse. Il ne le pensait pas comme ça. Noël est stressant. Les plans sont devenus compliqués. Compliqués. C'était le mot qu'elle avait utilisé quand papa m'avait crié dessus pour être entré dans une université qu'il jugeait trop loin. C'était le mot qu'elle avait utilisé quand il avait refusé d'assister à ma remise de diplôme. C'était toujours sa façon de transformer le mal en quelque chose d'assez petit pour être avalé. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai croisé les bras. Maman, étais-tu au courant du vote? Les mots m'ont surprise même en sortant. Je n'avais pas l'intention de les dire tout de suite. Ses yeux se sont levés, grands ouverts. Vote? Quel vote? Je l'ai observé attentivement et je l'ai vu. Ce minuscule frémissement de panique. Elle savait quelque chose. Peut-être pas tout, mais assez. Le vote pour savoir si je devais venir à Noël. Celui où tout le monde a convenu que je ne devais pas être là. Ses mains se sont serrées. Je n'ai pas participé à ça. Je n'ai rien accepté. Ton père a dit que certaines choses étaient mieux décidées sans entraîner tout le monde dans l'inconfort. Alors il te l'a dit après coup. Elle n'a pas répondu, mais son silence suffisait. Elle a réessayé, sa voix s'adoucissant. Je suis venu ici parce que je voulais parler de la compte du traiteur. Il a dit que tu étais confuse à ce sujet. La colère a éclaté dans ma poitrine. Confuse. J'ai répété le mot lentement, sentant la chaleur monter le long de ma colonne vertébrale. Il m'a dit de payer 7 000 € pour un dîner auquel je ne suis pas invité. Et tu penses que je suis confuse? Elle a secoué la tête rapidement. Je ne dis pas que tu dois payer. Je sais juste qu'Hélène a été stressée. Et ton père ne veut pas que les fêtes tombent à l'eau. Pas après tout ce qui s'est passé cette année. Il pensait que tu pourrais peut-être t'occuper de la compte comme tu le fais toujours. Comme je le fais toujours. Voilà. L'attente silencieuse construite au fil des ans. Je me suis demandé si elle s'entendait même parler. J'ai pointé du doigt la pile de lettres. Maman, cette maison est à ton nom et au nom de papa. Pourtant, presque toutes les factures dans cette pile me sont adressées. Sais-tu combien j'ai payé au fil des ans? Connais-tu le montant? Elle a de nouveau cligné des yeux en direction des lettres, son expression se crispant comme elle le faisait chaque fois qu'elle sentait un danger mais ne savait pas où se positionner. Ma chérie, ton père a dit que la maison était un fardeau. Il a dit que tu avais proposé d'aider. Nous pensions. Elle a soupiré. Nous pensions que tu comprenais. J'ai mis mes mains dans mes poches pour les empêcher de trembler. J'ai proposé d'aider à court terme. Pas de financer toute votre vie à Grenoble.
Pas de payer chaque prêt immobilier et chaque facture de réparation pendant que papa se vante auprès des voisins d'avoir assez économisé pour prendre sa retraite anticipée. Elle a dégluti, la culpabilité traversant son visage. Laure, je ne connaissais pas les chiffres exacts. Alors demande. J'ai fait un geste vers le bureau. Regarde-les. Elle a fait un petit pas hésitant en avant. Au lieu de cela, elle m'a regardé avec une expression impuissante pour laquelle j'avais l'habitude d'avoir de la pitié. Plus maintenant. Quelque chose en moi ne s'adoucissait plus pour ses excuses. Ma chérie, ton père n'est pas bon avec l'argent, a-t-elle murmuré. Il ne l'a jamais été. Il a de bonnes intentions, mais il est dépassé. Il s'appuie sur toi parce qu'il te fait confiance. C'est tout. Je l'ai regardée, stupéfaite de la facilité avec laquelle elle reclassifiait la manipulation en confiance. Maman, il m'a dit que je ne suis pas la bienvenue. Il a dit à la famille que je ne venais pas, et ensuite il m'a dit de tout payer quand même. Elle a fermé les yeux un instant. Quand elle les a rouverts, ils brillaient. Je suis désolé que tu l'aies entendu comme ça. J'ai senti quelque chose en moi se briser net, comme un bâton cassé en deux. J'en avais fini de me contorsionner dans la version d'une fille que papa avait construite et que maman avait aidé à maintenir. Fini de minimiser, fini d'expliquer, fini de les laisser réécrire la vérité. J'ai pris une lente inspiration. Maman, es-tu venue ici parce que tu t'inquiètes ou parce qu'il t'a dit de venir me convaincre de payer? Son visage s'est effondré une seconde avant qu'elle ne se redresse. Je suis venu parce que je ne veux pas que la famille soit divisée. Je suis venu parce que si tu refuses la compte, ton père va exploser et je ne peux pas supporter d'autres fêtes comme l'année dernière. Je suis venu parce qu'Hélène est anxieuse et que ton père a dit que tu étais trop émotive. Voilà. La vérité enveloppée de mots doux. Elle voulait que je maintienne la paix pour ne pas avoir à subir les conséquences. Je me suis reculé d'elle. Je ne paierai pas. Ni le traiteur, ni le prêt, ni les factures, pas un centime de plus. Les mots ont résonné dans l'air comme une porte qui claque. Elle m'a regardé, les lèvres entr'ouvertes d'incrédulité. Laure. S'il te plaît, réfléchis à ce que ça signifie. J'y ai déjà réfléchi. Pour la première fois, elle semblait véritablement effrayée. Pas pour moi, pour ce que papa ferait quand il l'apprendrait. Elle a de nouveau attrapé le sac de cake à la banane, comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre réparer ça avec des glucides et de la nostalgie. S'il te plaît, parle-lui avant de prendre une décision. J'ai secoué la tête. Il n'y a rien à discuter. Il a pris sa décision. Maintenant, je prends la mienne. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas pleuré. Au lieu de cela, elle a pris une longue respiration chancelante et s'est dirigée vers la porte. Si tu arrêtes les paiements, l'électricité sera coupée dans la maison. Elle l'a dit doucement, comme un avertissement. Elle espérait que je reconsidérerais. Ton père me le reprochera. C'est à ce moment-là que j'ai finalement senti la clarté s'installer dans mes os. Peut-être qu'il devrait. Elle s'est figée, la main sur la poignée, absorbant cela. Puis, avec un petit hochement de tête qui ressemblait plus à une reddition qu'à une compréhension, elle est sortie. La porte a cliqué derrière elle. Je suis resté seul dans le silence pendant plusieurs longues secondes avant de retourner au bureau, de m'asseoir et de rapprocher mon ordinateur portable. Ma main a de nouveau plané au-dessus des paramètres de paiement automatique. Cette fois, je ne tremblais pas. J'ai cliqué sur le compte. Puis, j'ai cliqué sur la demande d'annulation. L'écran m'a demandé de confirmer. J'ai levé mon doigt, prêt à toucher le bouton quand mon téléphone s'est allumé sur le comptoir. Papa appelait. J'ai conduit jusqu'à Grenoble sans trop réfléchir. L'autoroute était presque vide, une longue bande grise traversant la matinée humide de décembre. Mes mains restaient serrées sur le volant, et toutes les quelques minutes, je réécoutais le fichier audio qu'Amélie m'avait envoyé, entendant la voix de ma sœur dégoulinée de ce mélange familier de moquerie et de certitude. Il n'avait aucune idée que j'avais la preuve de tout ça. Il n'avait aucune idée que j'en avais fini de faire semblant. Au moment où je me suis garé dans l'allée de mes parents, les nuages étaient bas et lourds. La maison était la même que toujours. La maison bleue à 2 étages que mon père avait insisté pour acheter parce qu'il aimait l'idée d'espace, d'image et de statut. Le genre de maison qui nécessitait des réparations constantes, de l'argent constant, une attention constante. Mon argent, en fin de compte.
Je suis resté assise dans la voiture pendant une longue minute, regardant les rideaux de la cuisine bouger. Quelqu'un se déplaçait définitivement à l'intérieur. Je pouvais déjà l'imaginer. Mon père assis à la table du petit déjeuner avec son café, agissant comme s'il avait construit cet endroit de ses propres mains. Ma mère se déplaçant silencieusement autour de lui, toujours prudente, toujours petite. Et Hélène probablement affalée sur le canapé, prétendant être fatiguée, même si elle n'avait jamais travaillé une semaine complète de sa vie. J'ai ouvert la portière et je suis sorti dans le froid. Le porche d'entrée a grincé alors que je montais les marches. Avant que je puisse frapper, la porte s'est ouverte. Mon père se tenait là dans sa chemise en flanelle délavée, celle qu'il portait toujours le week-end pour avoir l'air accessible, bien que je ne l'ai jamais connu comme étant quoi que ce soit de proche de la douceur. Il a semblé surpris une demi-seconde. Puis son expression s'est durcie, comme s'il se souvenait qu'il était censé être offensé par moi. Sa voix était plate. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai gardé mon regard stable. J'ai besoin de parler de certaines choses. Il a appuyé une épaule contre le cadre, ne faisant aucun mouvement pour me laisser entrer. Si c'est à propos de Noël, Laure, la décision a été prise. Tout le monde était d'accord. Nous voulons des fêtes paisibles. Les mots flottaient dans l'air froid entre nous. J'ai senti quelque chose en moi se tordre. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça confirmait tout ce que je savais déjà. Ma famille ne voulait pas la paix. Elle voulait l'obéissance. Elle voulait la version de moi qui payait leurs factures et restait silencieuse. J'ai gardé un ton égal. Je ne suis pas ici pour les fêtes. Je suis ici pour la maison. Son visage s'est légèrement crispé. Pas assez pour que la plupart des gens le remarquent, mais je le connaissais trop bien. C'était le même regard qu'il avait quand il était sur le point de mentir. J'ai fait un pas en avant. Le prêt, les factures, l'assurance, tout ça. Il a levé le menton. C'est géré. Ta mère et moi avons la situation sous contrôle. J'ai presque ri du mensonge. Les relevés des 4 dernières années vivaient dans un dossier sur mon bureau. Chaque paiement suivi. Chaque reçu de prélèvement automatique à mon nom. Chaque prélèvement retiré de mon compte comme si de rien n'était. J'ai fait un pas de plus jusqu'à ce que nous soyons presque face à face. Papa, tu ne verses pas un seul euro pour cette maison. Sa mâchoire s'est crispée. Il a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai continué. Tu n'as jamais payé le prêt immobilier. Tu n'as jamais payé l'électricité. Tu n'as jamais payé Internet. Tu n'as jamais payé le gaz. Tu ne connais même pas le nom de la compagnie d'assurance. Tout dans cette maison fonctionne grâce à mes revenus. Chaque facture porte mon nom. Son visage a rougi, non pas de honte, mais de colère. Surveille ton ton. Un calme s'est installé en moi. Non, surveille le tien. Derrière lui, j'ai vu du mouvement. Hélène est apparue au bout du couloir, les bras croisés, son expression déjà suffisante. Un regard sur elle m'a dit qu'elle en avait assez entendu pour savoir que j'étais censé être le problème aujourd'hui. Elle a levé le menton. Si tu es ici pour chercher la bagarre, tu peux partir. Nous n'avons pas besoin de ton drame. L'ironie m'a frappé si fort que j'ai presque souri. La famille qui m'avait exclu m'accusait de faire un drame. J'ai de nouveau regardé mon père. Leur as-tu dit la vérité? Leur as-tu dit qui fait tourner cette maison? Il m'a fusillé du regard comme si je l'avais insulté devant des invités. Ce n'est pas à toi de nous faire la leçon. Nous avons fait beaucoup pour toi. J'ai senti une chaleur monter derrière mes yeux. Pas des larmes, mais une fureur contenue depuis trop longtemps. Vous ne m'avez pas aidé depuis que j'ai 18 ans. J'ai couvert vos retards de paiement. J'ai couvert vos réparations. J'ai tout couvert pour que tu puisses continuer à prétendre être le chef de cette famille. Il s'est approché, baissant la voix pour prendre le ton qui me faisait plier quand j'étais adolescente. Tu te montres ingrate. Ingrate. Le mot m'a frappé comme une gifle glaciale. J'ai pris une profonde inspiration. Non, j'en ai fini d'être silencieuse. Je sais ce que vous avez dit sur moi. Je sais ce qu'Hélène a dit. Je sais tout. Ses yeux ont vacillé légèrement. Il savait exactement ce que je voulais dire. Hélène s'est approchée et a ricané. Tu déformes toujours tout. Tu te prends toujours pour une martyre.
Aucun de nous n'a rien dit qui ne soit pas vrai. Une vague de froid m'a envahi. Donc il ne le niait même pas. J'ai tenu bon. Je ne suis pas ici pour me réconcilier. Je ne suis pas ici pour me disputer. Je suis ici pour vous faire savoir que chaque prélèvement automatique lié à cette maison a été annulé. Le prêt, l'électricité, le gaz, Internet, l'assurance, tout. Vous serez responsable de votre propre maison à partir d'aujourd'hui. Mon père m'a regardé comme s'il essayait de décider s'il devait crier ou me claquer la porte au nez. Sa voix est finalement sortie, basse et tranchante. Tu n'oserais pas. J'ai rencontré ses yeux. Je l'ai déjà fait. La bouche d'Hélène s'est légèrement ouverte et pendant un instant, elle ressemblait exactement à la fille gâtée qu'elle avait toujours été. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne lui ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai reculé de la porte. J'ai regardé mon père une dernière fois. Je ne vous dois plus rien. Il a fait un pas vers moi, mais je me suis retourné avant qu'il ne puisse finir la menace qu'il avait préparée. J'ai descendu les marches, l'air froid me frappant le visage et mon cœur battant à un rythme inconnu. Ce n'était pas de la peur. C'était une libération. C'était le premier souffle d'une vie qui ne tournait pas autour d'un homme qui prenait et prenait. J'ai atteint ma voiture et j'ai ouvert la portière. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de doute, mais de l'adrénaline d'avoir enfin dit la vérité à voix haute. Je me suis assise derrière le volant et j'ai posé mon front contre mes mains. Quand j'ai finalement levé les yeux, la porte d'entrée de la maison était toujours ouverte. Mon père se tenait figé dans l'embrasure. Hélène planait derrière lui. Il semblait plus petit que je ne les avais jamais vus. J'ai démarré le moteur. Alors que je m'éloignais, mon téléphone a vibré une fois sur le siège passager. Un seul texto glissant sur l'écran d'un numéro inconnu. J'y ai jeté un coup d'œil et en lisant les 3 premiers mots, mon estomac s'est noué, et c'est là que le chapitre 5 se termine. Le texto commençait par 3 mots qui m'ont serré l'estomac. Regarde ton Facebook. C'était de ma cousine Élodie. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais elle était la discrète des réunions de famille, celle qui observait plus qu'elle ne parlait. Elle n'envoyait pas de messages à la légère. Je me suis garé sur le parking d'une supérette à quelques rues de chez mes parents et j'ai mis la voiture au point mort. Mes mains étaient toujours crispées sur le volant. L'écran illuminait mon visage dans la pénombre grise de l'après-midi alors que j'ouvrais son message. Il y avait une note plus longue en dessous. Elle disait que mon père avait été partout sur le groupe Facebook du quartier ce matin-là. Il parlait du grand événement de Noël à la maison, de la façon dont lui et ma mère avaient ouvert leur maison et leur cœur à la communauté cette année. Élodie a ajouté qu'elle était désolée et qu'elle pensait que je méritais de le voir par moi-même. Elle a envoyé une capture d'écran. J'ai tapé dessus avec un pouce qui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. L'image montrait le salon de mes parents, la même pièce où j'ai grandi, sauf qu'elle ressemblait à peine à l'endroit que je me souvenais. Un immense sapin de Noël atteignait presque le plafond, dégoulinant d'ornements dorés et rouges. La cheminée était bordée de verdure et de bougies blanches. Des tables étaient rapprochées avec des nappes blanches et des cartons de placement. Au centre se tenait mon père avec son bras autour de ma mère. Tous deux souriant largement pour la caméra. Sous la photo, il y avait sa légende. Il écrivait à quel point il était béni d'accueillir enfin le genre de réunion de Noël que sa famille méritait. À quel point il était reconnaissant que des années de dur labeur lui aient permis, ainsi qu'à ma mère, de créer un foyer chaleureux et accueillant pour les amis et les voisins. Il a parlé de sacrifice. Il a parlé de subvenir aux besoins. J'ai lu ces mots 2 fois, ma vision se brouillant. Il n'y avait aucune mention de moi. Aucune mention que la maison qu'il paradait devant tout le monde avait été payée presque entièrement par la fille qu'il avait désinvitée. Les commentaires étaient un chœur de louanges. Des gens du quartier écrivaient que mes parents étaient un couple généreux et qu'il était inspirant de voir un père qui se souciait si profondément de sa famille. Quelques anciens collègues à lui sont intervenus, le qualifiant d'homme droit. Quelqu'un a même écrit qu'il avait toujours été le genre de père qui se dépassait. Le goût amer dans ma bouche était assez fort pour être avalé. J'ai fait défiler plus loin et j'ai vu que ma mère avait partagé la même publication dans un groupe communautaire local. Sa ligne ajoutée disait qu'après des années de fêtes modestes, ils étaient enfin en mesure de redonner de manière significative. Mes mains se sont mises à trembler et j'ai posé le téléphone sur mes genoux. Je savais que mon père aimait paraître bien aux yeux des autres.
Je savais qu'il se souciait plus de ce que les voisins pensaient que de ce que sa propre fille ressentait. Mais le voir en noir et blanc, le voir accepter des applaudissements pour des sacrifices que j'avais faits en silence, a touché quelque chose de profond que j'avais refoulé depuis trop longtemps. Je suis resté assise dans cette voiture garée alors que la lumière de décembre commençait à faiblir, regardant les gens sur mon écran appeler mon père généreux, aimant et stable. J'ai pensé aux factures sur mon bureau à Lyon. J'ai pensé aux nuits où je restais tard au bureau pour obtenir une prime qui disparaissait immédiatement dans cette maison à Grenoble. J'ai pensé au message vocal où il me disait que je n'étais pas la bienvenue. Le mot généreux brillait sous sa photo comme un bleu. J'ai repris le téléphone et j'ai tapé une réponse à Elodie. Je l'ai remerciée et lui ai demandé s'il y avait autre chose que je devais voir. Elle a répondu presque immédiatement. Elle a dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles mon père avait promis une sorte de dimension caritative à ce dîner de Noël. Qu'il avait dit à un groupe paroissial local qu'il accueillait des familles qui seraient autrement seules pour les fêtes. Qu'un petit bulletin de quartier prévoyait d'écrire un article sur son grand cœur. Quelque chose en moi est devenu très immobile. J'ai ouvert l'application Facebook et j'ai cherché le groupe du quartier. Il n'était pas public, mais Elodie m'avait envoyé un lien d'invitation. J'ai cliqué sur rejoindre et en 1 minute, une notification est apparue disant que j'avais été approuvé. Le fil d'actualité du groupe était plein des publications habituelles. Chien perdu, voleur de colis, quelqu'un se plaignant des feux d'artifice. Et puis, c'était de nouveau là. La maison de mes parents, le nom de mon père. Le bulletin avait publié un teaser. Il disait qu'il y aurait un article en janvier sur une famille locale qui transformait sa maison en un havre de paix à Noël. Il mentionnait mes parents par leur nom. Il les remerciait d'ouvrir leur maison et de payer la note. J'ai appuyé ma tête contre l'appui-tête et j'ai fermé les yeux. Je pouvais voir mon père répéter ses répliques dans sa tête, planifiant comment il raconterait l'histoire pour se présenter comme le héros. L'homme travailleur qui a tout abandonné pour sa famille. Le père qui n'a jamais cessé de subvenir aux besoins. L'idée de le voir assis dans ce salon, se délectant de l'admiration, tout en sachant pertinemment qu'il m'avait dit de rester à l'écart, m'a fait serrer les poings. Après un moment, j'ai démarré la voiture et je suis retourné à Lyon, les lumières de l'autoroute se brouillant légèrement alors que je clignais des yeux pour les garder nettes. Le trajet m'a semblé plus court cette fois, comme si mon esprit courait déjà devant les kilomètres. Au moment où je suis entré dans le garage de mon immeuble, le ciel était passé du gris au noir complet. J'ai coupé le moteur et je suis resté assise dans le bourdonnement silencieux du métal qui refroidissait. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un autre message d'Elodie. Elle a dit que mon père avait commencé à faire des commentaires à la fête sur le fait d'être enfin dans une bonne situation financière. Il avait plaisanté en disant qu'il s'inquiétait de chaque facture et que maintenant tout était sous contrôle. Quelqu'un avait demandé ce qui avait changé. Il leur a dit qu'il avait été intelligent avec l'argent et qu'il avait bien planifié. J'ai ri une fois. Un son sec et sans humour qui a résonné dans le petit espace de la voiture. En haut, dans mon appartement, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai éteint mes plafonniers et n'ai laissé qu'une lampe près du canapé allumée. La douce piscine de lumière a rendu la pièce plus petite et plus sûre, comme un cercle à l'intérieur duquel je pouvais me tenir. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table basse et j'ai cliqué sur le dossier épreuve. Capture d'écran de relevé bancaire, copie des confirmations de coupure de service public, les documents du prêt avec mon nom dans le coin en tant que co-emprunteuse, les conversations de messages où ma sœur me qualifiait d'utile, le fichier audio qu'Elodie avait envoyé, plein de leurs paroles insouciantes, et maintenant de nouvelles captures d'écran des publications Facebook de mon père et de l'extrait du bulletin. Je les ai organisés en sous-dossiers. Prêt immobilier, service public, conversation, image publique. Chaque clic semblait délibéré, méthodique, comme si je construisais quelque chose de solide, brique par brique. Une partie de moi se demandait si j'allais trop loin, si la collecte de preuves me rendait mesquine. Une autre partie, celle qui avait vu mon père réécrire l'histoire en temps réel pendant des années, savait exactement pourquoi je le faisais. Il ne se contentait pas de prendre mon argent. Il racontait mon histoire. Il m'effaçait du récit tout en se tenant sur tout ce que j'avais donné. Je me suis assise en arrière et j'ai regardé le curseur clignoter sur le nom du dossier épreuve. Cela semblait trop petit pour ce que cela représentait. C'était plus que des preuves. C'était le registre de 4 ans de ma vie versée dans une maison où je n'étais plus la bienvenue. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois,
ce n'était pas Elodie. C'était un collègue d'Axone, quelqu'un d'un autre département que je voyais à peine en dehors des grandes réunions générales. Il a envoyé un lien avec une brève ligne disant qu'il pensait que c'était peut-être la maison de mes parents. Le lien s'ouvrait sur un journal local de l'Isère, un aperçu d'un article d'intérêt humain. Le titre annonçait une histoire sur un couple de retraités organisant un Noël communautaire en utilisant leurs propres économies pour créer des fêtes magiques pour les voisins dans le besoin. Couple de retraités, propres économies. J'ai regardé ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Une reconnaissance lente et régulière s'est installée dans ma poitrine. Alors ce n'était pas un seul commentaire irrespectueux. C'était un schéma. Mon père ne s'attendait pas seulement à mon aide. Il s'attendait à mon silence. Il comptait dessus pour construire la réputation qu'il voulait. Quelque chose a changé en moi alors que je fermais l'ordinateur portable. Jusqu'à ce point, annuler les prélèvements automatiques avait semblé être un moyen de me protéger, une ligne que je traçais pour qu'ils ne puissent pas continuer à me vider. Voir cet article, ces publications, ces louanges a changé la forme de tout cela. Il ne s'agissait plus seulement d'arrêter l'argent. Il s'agissait de laisser la vérité rattraper la version de lui qu'il vendait à tout le monde. J'ai éteint la lampe et je suis resté assise dans la pièce sombre, écoutant le chauffage cliquer doucement. Dans le noir, avec seulement la faible lueur de la rue à l'extérieur, une nouvelle pensée a pris forme. Il avait passé des années à apprendre aux gens comment le voir. Maintenant, avec chaque coupure silencieuse et chaque facture impayée, la véritable image commencerait à se dessiner. Je ne savais pas encore jusqu'où j'étais prêt à aller. Mais je savais une chose. J'en avais fini de l'aider à soutenir une histoire qui n'avait jamais été vraie. Cette pensée m'a accompagné quand je suis finalement allé me coucher. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, et quand je me suis assise à ma petite table de cuisine avec une tasse de café qui a refroidi avant même que j'en boive la moitié. Le lendemain de Noël m'a toujours paru étrange, comme si le monde avait la gueule de bois d'avoir trop fait semblant. Ce matin-là, Lyon était calme. La rue devant ma fenêtre brillait de la pluie restante, et le ciel avait cet aspect hivernal délavé qui rendait tout un peu irréel. Mon téléphone, qui avait vibré sans arrêt la veille au soir, était enfin silencieux. Pendant près d'une heure, je n'y ai pas touché. Je me suis laissé aller à de petites choses normales. J'ai fait la vaisselle. J'ai plié du linge. J'ai ouvert mon ordinateur portable professionnel et j'ai parcouru les emails sur les rapports de fin d'année chez Axone. Mon cerveau n'enregistrait qu'à moitié des phrases sur les indicateurs de performance et les feuilles de route. Finalement, le silence de Grenoble a commencé à sembler plus fort que le barrage ne l'avait été. J'ai pris mon téléphone et j'ai parcouru les notifications. Une série d'appels manqués de la veille au soir. Plusieurs de mon père, un groupe de ma mère, quelques-uns d'Hélène, un d'un numéro que je ne reconnaissais pas, qui s'est avéré être la société de traiteurs, que j'ai ignoré. De nouveaux messages de la nuit étaient en haut. Le premier était de ma mère. Elle écrivait qu'elle espérait que nous pourrions surmonter cela et que mon père avait été sous beaucoup de stress. Elle a dit qu'elle aurait souhaité que je n'ai pas choisi la veille de Noël pour faire une telle démonstration. Le deuxième était d'Hélène. Pas de salutation, juste une ligne me disant que j'avais tout gâché et que tout le monde à la fête pensait maintenant que notre famille était une blague. Le troisième m'a fait me redresser. C'était un email que mon père m'avait transféré, avec pour objet en lettres capitales rigides, consultation juridique. Je l'ai ouvert. Il m'avait clairement mis en copie de quelque chose qu'il avait envoyé à un avocat local à Grenoble. Dans sa note, il me décrivait comme une fille instable qui avait coupé les services publics par dépit. Il affirmait que je n'avais aucun droit d'annuler le paiement du prêt parce que la maison était la sienne. Il demandait conseil pour savoir s'il pouvait me poursuivre pour atteinte à sa réputation et pour détresse émotionnelle. À la fin du message transféré se trouvait une brève réponse de l'avocat. C'était poli mais ferme. L'avocat écrivait que si chaque compte était à mon nom, mon choix de les annuler était dans mon droit. Il ajoutait que toute fausse déclaration sur qui avait payé le prêt pourrait être un problème pour mon père, pas pour moi. L'avocat recommandait à mon père de résoudre l'affaire en privé. J'ai lu cette dernière ligne 3 fois. Mon père ne m'avait pas envoyé d'excuses personnelles. Il n'avait même pas écrit une note séparée. Il avait juste transféré l'échange comme une menace qui s'était retournée contre lui. J'ai pris une lente inspiration et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, j'ai ressenti quelque chose de nouveau envelopper la colère. De la validation. J'ai transféré l'email à moi-même,
je l'ai déposé dans le dossier épreuve, puis j'ai regardé l'écran pendant un long moment. C'était une chose de savoir au fond de moi que je faisais ce qu'il fallait. C'en était une autre de voir un professionnel du droit confirmer que je n'étais pas celle qui dépassait les limites. Un peu plus tard ce matin-là, mon téléphone professionnel a vibré. C'était un collègue nommé David, l'un des ingénieurs principaux qui faisait aussi de la consultation sur des questions de contrat pour des projets parallèles. Il ne m'appelait généralement pas en dehors des affaires professionnelles. J'ai répondu, gardant ma voix neutre. Il a dit qu'il avait vu l'aperçu de l'article local qui laissait entendre un drame à Grenoble et se demandait si tout allait bien. Il m'a dit, de sa manière calme et mesurée, que si j'avais besoin de poser des questions juridiques à quelqu'un qui connaissait le droit des contrats et la finance, il avait un ami qui pourrait aider. J'ai hésité, puis je lui ai posé une version simple de ce qui se passait. J'ai gardé les détails courts. J'ai dit qu'il y avait une maison au nom de mes parents, un prêt et des factures à mon nom, et que je payais tout depuis des années. J'ai dit que j'avais annulé ces paiements après qu'on m'ait dit que je n'étais pas la bienvenue. Il est resté silencieux un moment, puis a demandé si mon nom était sur l'acte de propriété. J'ai dit que non. Il a demandé quel nom figurait sur le prêt et les comptes de service public. Je lui ai dit les miens. Il a expiré lentement. D'un point de vue juridique, a-t-il dit, cela signifiait que je portais le risque et le pouvoir. Je payais pour un actif que je ne possédais pas. Il m'a dit que l'arrêt des paiements n'était pas une fraude. C'était moi qui refusais de continuer à subventionner quelque chose qui ne m'appartenait pas. Son ton s'est un peu adouci. En fait, a-t-il dit, ton père s'est peut-être exposé à un examen minutieux en te laissant tout payer. Surtout s'il a présenté la propriété comme sa propre réussite. C'est problématique s'il a dit quelque chose de différent à des prêteurs ou à des organisations. Quand nous avons raccroché, je me sentais plus stable. La culpabilité sur laquelle mon père s'était toujours appuyé perdait son emprise. Vers midi, un nouveau texto est arrivé d'Élodie. Elle a écrit que les choses à Grenoble étaient moches. Selon elle, la fête s'était complètement effondrée après que les lumières se soient éteintes et que le traiteur ait fait faux bond. Certains invités sont partis tôt, d'autres sont restés, mais parlaient à voix basse dans les coins. Quelques personnes avaient demandé directement qui gérait les factures. Elle a dit que devant au moins 3 voisins, mon père avait prétendu qu'il y avait eu une erreur bancaire, que la société de prêt et les fournisseurs de services publics avaient fait une erreur. Un des voisins, dont le frère travaillait pour une compagnie d'énergie, avait semblé sceptique et avait posé des questions de suivi. Élodie a terminé son message en disant qu'elle était désolée, mais soulagée. Elle a dit que pendant des années, elle avait vu mon père se présenter comme le héros de chaque histoire. Elle pensait qu'il était temps que les gens voient derrière le rideau. Je me suis assise sur le canapé avec mon téléphone à la main, pensant à mon moi plus jeune. L'adolescente qui avait cru qu'être silencieuse et serviable lui vaudrait un jour une véritable appartenance. L'étudiante qui avait sauté des voyages, des chaussures et des dîners au restaurant pour pouvoir envoyer de l'argent à la maison. La jeune ingénieure qui avait signé des documents de prêt parce que son père lui avait dit qu'il n'avait besoin d'elle qu'une fois de plus. Chaque version de moi avait espéré que le sacrifice serait remarqué autrement qu'en chuchotement. Au lieu de cela, mon père avait choisi de prétendre que j'étais le problème dès que j'ai cessé de plier. Cet après-midi-là, alors que je me préparais un thé, ma messagerie électronique a de nouveau sonné. Cette fois, c'était d'une journaliste locale, la même dont mon collègue m'avait envoyé le lien de l'aperçu. Elle a dit qu'elle avait reçu des documents anonymes concernant la propriété du Clos des Chênes et voulait vérifier quelques points. Mon premier réflexe a été de fermer l'ordinateur portable. La vieille voix dans ma tête, celle qui faisait écho au « s'il te plaît, maintiens la paix de ma mère », me suppliait de ne pas répondre. Mais la nouvelle partie de moi, la femme qui s'était assise dans le noir la veille au soir et avait décidé qu'elle en avait fini d'être effacée, m'a dit d'au moins écouter les questions. J'ai répondu et j'ai demandé ce qu'elle avait besoin de savoir exactement. Sa réponse était directe. Elle a dit qu'elle avait vu des registres publics listant mes parents comme propriétaires, mais que les documents qu'elle avait reçus montraient des années de paiement de prêts et de services publics provenant d'un compte à mon nom. Elle a demandé s'il était exact que j'avais été financièrement responsable de la maison depuis l'achat. Elle a dit qu'elle n'imprimerait pas mon nom si je demandais l'anonymat. Elle voulait seulement que l'histoire reflète la vérité sur qui avait payé quoi. J'ai lu son email 2 fois, puis 3 fois. Si je confirmais ce qu'elle soupçonnait déjà, l'image soigneusement construite de mon père pourrait se fissurer devant plus qu'une poignée de voisins.
Le petit article sur un couple de retraités généreux pourrait devenir quelque chose de très différent. Ma main a plané au-dessus des touches alors que je pesais quoi dire. D'un côté, il y avait l'attrait familier de la loyauté, même envers des personnes qui ne l'avaient pas montré en retour. Le visage de ma mère a flotté dans mon esprit, fatigué et résigné, toujours en train d'aplanir les conflits. De l'autre côté, il y avait la pile de preuves dans mon dossier. 4 ans de transactions, 4 ans de soutien non crédité, 4 ans à être pratique jusqu'à ce que je dise non. J'ai répondu simplement. J'ai confirmé que chaque paiement de prêt, chaque facture de service public et chaque réparation majeure avait été payée depuis mon compte. J'ai expliqué que mon nom n'était pas sur l'acte de propriété et qu'il y avait eu un accord selon lequel je serais ajouté plus tard. Cela ne s'est jamais produit. Je n'ai pas traité mon père de nom d'oiseau. Je n'ai pas utilisé de mots comme narcissique ou abuseur, même s'ils traversaient mon esprit. Je me suis en tenu aux faits. À la fin, j'ai écrit que si elle choisissait de partager quoi que ce soit, je ne voulais pas que mon nom complet soit publié. Je n'étais pas intéressé par les titres à sensation. Je voulais seulement que le dossier soit corrigé. Quand j'ai cliqué sur Envoyer, un calme étrange s'est installé dans la pièce. J'ai préparé mon thé et je suis resté près de la fenêtre pendant que l'eau refroidissait. La rue dehors était animée maintenant. Des gens transportant des boîtes dans leurs appartements, sortant des sacs de voyage, promenant des chiens avec des pulls. La vie continuait. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était mon père. Pas un appel, un texto. Il a écrit qu'il savait que c'était moi qui avais tout annulé. Il a dit que tout le monde pensait maintenant qu'il était irresponsable. Il m'a dit que si je ne réparais pas ça, il ne me parlerait plus jamais. J'ai regardé la dernière ligne pendant un long moment. Ne me parlez plus jamais. C'était censé ressembler à une punition. Pour la première fois de ma vie, ça ne m'a pas fait peur. J'ai tapé une réponse, puis je l'ai supprimée. J'en ai tapé une autre, je l'ai supprimée aussi. Finalement, je n'ai rien écrit du tout. J'ai posé le téléphone et j'ai enroulé mes mains autour de la tasse chaude. Du coin de l'œil, j'ai vu l'écran de mon ordinateur portable toujours allumé avec le fil de discussion de la journaliste ouvert. Quoi qu'il arrive ensuite, l'histoire n'était plus seulement la sienne. Et alors que je restais là à regarder la vapeur s'enrouler dans l'air, une nouvelle notification a glissé silencieusement dans ma boîte de réception, portant un objet qui a fait battre mon cœur une fois, fort. C'était de la banque. L'objet mentionnait le prêt du Clos des Chênes de cette manière formelle et prudente que les banques utilisent toujours. Mon estomac s'est serré, mais j'ai cliqué pour l'ouvrir avant de pouvoir me dissuader. L'email disait qu'ils avaient remarqué que le paiement le plus récent n'avait pas été effectué et qu'en tant que co-emprunteuse, j'étais toujours considérée comme financièrement responsable. Il m'invitait à prendre rendez-vous avec un conseiller de prêt pour discuter des options et examiner le compte. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai repoussé l'ordinateur portable d'1 pouce et j'ai regardé le mur. Pendant des années, ces avis avaient été un bruit de fond. Je n'ai jamais manqué un paiement, jamais donné au système une chance de remarquer quoi que ce soit. Maintenant, la machine avait enfin réalisé qu'il y avait un humain à l'autre bout de ces prélèvements automatiques. J'ai pris une lente inspiration et j'ai pris mon téléphone. Avant de pouvoir changer d'avis, j'ai appelé le numéro dans l'email. Le menu automatisé semblait sans fin, mais j'ai finalement atteint une personne réelle, une femme à la voix calme qui s'est présentée comme une spécialiste des prêts immobiliers à l'agence du centre-ville de Grenoble. Elle a dit qu'elle pouvait me rencontrer en personne si j'étais prête à venir. L'ancienne version de moi se serait excusée de la déranger pendant une semaine chargée. Cette version a simplement dit oui et a noté l'heure qu'elle proposait. 2 jours plus tard, j'ai repris l'autoroute, le ciel bas et pâle, les arbres le long de la route nus et luisants de la pluie restante. La banque était dans l'un de ces bâtiments plus récents avec trop de verre et un parking rempli de camions qui semblaient plus chers que les maisons de la plupart des gens. À l'intérieur, l'air sentait le tonneur d'imprimante et le café, et une télévision dans le coin diffusait des conseils financiers. Personne ne regardait vraiment. Une jeune guichetière m'a conduite à un bureau aux parois de verre où une femme d'une 50aine d'années s'est levée pour m'accueillir. Elle avait des tempes argentées et une poignée de main ferme qui m'a plu instantanément. J'ai hoché la tête et je me suis assise, posant le dossier que j'avais apporté comme un bouclier. Elle a affiché le compte du prêt sur son écran et l'a étudié un moment, puis s'est tournée vers moi avec un regard réfléchi. « Vous êtes listée ici comme co-emprunteuse », a-t-elle dit lentement.
Et vos parents sont les seuls propriétaires sur l'acte de propriété. Est-ce exact? J'ai hoché la tête. Oui, j'ai signé pour qu'ils puissent se qualifier. Tous les paiements ont été prélevés sur mon compte depuis le début. Elle a tapé quelque chose sur son clavier. Je vois que chaque paiement des 4 dernières années provient d'un compte à votre nom. Vous n'en avez jamais manqué un jusqu'à présent. J'ai laissé échapper un souffle que je ne réalisais pas que je retenais. C'est exact. Elle s'est assise en arrière et a joint ses mains. Puis-je vous demander pourquoi vous avez décidé d'arrêter? La vérité semblait lourde mais simple. Parce qu'on m'a dit que je ne suis pas la bienvenue dans la maison que je paie. Parce qu'on m'a dit qu'ils avaient tous convenu que je ne devrais pas venir à Noël. Parce que je porte tout le fardeau financier depuis des années et qu'ils l'ont présenté comme leur sacrifice à tout le monde. Son expression s'est adoucie mais elle ne s'est pas précipitée pour combler le silence. Rien que cela m'a donné l'impression que je pouvais continuer à parler. J'ai posé le dossier sur son bureau et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des copies imprimées de mes relevés bancaires, mes fiches de paie d'Axone montrant mon salaire d'ingénieur logiciel, les confirmations de paiement du prêt et les factures de services publics avec mon nom en haut. Je lui ai montré l'entête du document de prêt avec mes parents listés comme propriétaires et mon propre nom en plus petits caractères de co-emprunteuse. Claire a parcouru chaque page attentivement. Elle n'avait pas l'air surprise, juste fatiguée de la manière dont les gens le sont quand ils ont vu trop d'arrangements injustes déguisés en loyauté familiale. D'un point de vue de prêteur, a-t-elle dit, la banque vous voit, vous et vos parents, comme conjointement responsables de cette dette. Cela signifie que le prêt a un impact sur tous vos crédits, mais en pratique, sur la base de ces documents, vous avez été la seule à vraiment payer. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Elle a fait une pause. Vous devez savoir que si personne ne fait les paiements, la maison peut éventuellement être en défaut de paiement. Cela affecte tout le monde sur le contrat. Je ne peux pas vous dorer la pilule. J'ai dégluti. Je comprends, mais je comprends aussi que je ne peux pas continuer à verser de l'argent dans une maison que je ne possède pas où je ne suis pas la bienvenue. Il doit y avoir un moyen pour moi de me retirer. Elle a tapoté son stylo contre le bureau une fois, puis a hoché la tête lentement. Il y a quelques options dans des situations comme celle-ci. Parfois, une partie refinance le prêt uniquement à son nom. Parfois, la propriété est vendue et le prêt est remboursé de cette façon. Parfois, la co-emprunteuse demande à être libérée, mais cela nécessite que l'autre partie se qualifie seule. Elle m'a regardé dans les yeux. Si votre père ne peut pas se qualifier sans vous, la banque ne peut pas vous forcer à continuer de payer. Nous ne pouvons que signaler ce qui se passe lorsque les paiements s'arrêtent. Ces mots ont atterri avec à la fois poids et soulagement. Le risque était réel, mais mon droit de cesser d'être utilisé l'était aussi. Claire a glissé un formulaire vers moi. Ceci est un avis formel que vous n'êtes pas disposé à continuer de faire des paiements volontaires au nom des occupants principaux, a-t-elle dit. Il documente que vous avez exprimé votre préoccupation concernant l'arrangement. Il ne vous retire pas du prêt aujourd'hui, mais il crée un dossier montrant que vous n'avez pas accepté silencieusement de continuer à le faire. J'ai lu la courte déclaration. Ce n'était rien de dramatique, juste une ligne qui disait « Je n'ai plus l'intention d'agir en tant que seule payeuse pour la propriété ». Je l'ai signée d'une main qui a à peine vacillé. Elle l'a tamponnée et l'a scannée dans leur système. Le son du scanner semblait final d'une manière que je ne peux expliquer. Quand elle a eu fini, elle s'est penchée en arrière. Je ne suis pas censé donner de conseils personnels, a-t-elle dit doucement. Mais je vais dire quelque chose, en tant que femme qui fait ça depuis longtemps. Vous ne devriez pas avoir à mettre en faillite votre paix et votre avenir pour deux adultes qui ont choisi. J'ai cligné des yeux et j'ai baissé les yeux sur mes mains. Merci, ai-je réussi à dire. Elle m'a accompagné jusqu'au hall. Alors que je passais devant la ligne des guichets, un homme aux cheveux gris dans un blazer bleu marine est entré. Il était au téléphone, parlant assez fort pour que la moitié de la banque l'entende. J'ai reconnu son profil avant même que mon cerveau n'enregistre sa voix. Mon père. Il ne m'avait pas encore vu. Il disait à quiconque était au bout du fil qu'il avait besoin de parler à un directeur immédiatement. Il disait qu'il y avait eu une erreur avec son prêt et que quelqu'un avait bloqué les choses dans son dos. Le mot injuste est sorti de sa bouche comme s'il venait de le découvrir. Claire m'a jeté un coup d'œil, puis l'a regardé. Sa mâchoire s'est légèrement crispée. « Voulez-vous passer par un autre chemin » a-t-elle demandé à voix basse. Pendant un moment,
j'ai envisagé de filer par la porte latérale. Puis j'ai pensé à toutes les années passées à contourner ses humeurs, son tempérament, sa version de l'histoire. J'ai redressé les épaules. Non, ça va. Mon père a terminé son appel et s'est tourné vers le comptoir. Ses yeux se sont posés sur moi et se sont agrandis, puis se sont rétrécis si vite que cela aurait pu être drôle dans une autre vie. Il m'a regardé dans ce hall, le visage rouge au-dessus de son écharpe. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il dit, la voix basse mais dure. « La banque m'a appelé. Ils ont dit qu'il y a une note sur le compte. Ils ont dit que tu es venu. » Les gens dans le hall se sont déplacés, leur attention se tournant dans notre direction. Je pouvais sentir Claire se tenir légèrement derrière moi, une présence silencieuse. J'ai gardé ma voix calme. Je leur ai dit la vérité, que j'ai tout payé, que je ne vais pas continuer à le faire. Si tu veux la maison, tu peux trouver comment la payer, ou tu peux la vendre. Il s'est approché, baissant encore plus la voix tandis que sa colère s'aiguisait. Tu me fais passer pour un imbécile. J'ai soutenu son regard. Non, papa. Tu as fait ça tout seul. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Pour une fois, il semblait à court de mots. Une femme dans la file d'attente a fait semblant de regarder son téléphone, mais écoutait clairement. Un guichetier a appelé le client suivant, essayant de maintenir l'énergie en mouvement. Pendant un étrange moment suspendu, il semblait que toute la banque retenait son souffle. Mon père a réessayé. « Tu es ma fille », a-t-il sifflé. La famille ne se retourne pas contre la famille. J'ai senti quelque chose en moi se durcir en quelque chose de clair. La famille n'efface pas la famille non plus. Ses yeux ont brillé, et pendant une seconde, j'ai pensé qu'il pourrait élever la voix. Qu'il pourrait provoquer une scène assez grande pour que la sécurité doive l'escorter dehors. Au lieu de cela, il a redressé sa veste et a regardé autour de lui, soudain conscient du public. « Ce n'est pas fini », a-t-il marmonné. Il s'est détourné brusquement et s'est dirigé vers un autre bureau, exigeant à nouveau de parler à quiconque était en charge. Je l'ai regardé partir, la façon dont il s'est rengorgé, essayant de reprendre le contrôle avant même de comprendre que celui-ci lui échappait pour de bon. Dehors, l'air sentait le froid et l'asphalte mouillé. Je suis resté assise dans ma voiture pendant un moment, les mains sur le volant, regardant les gens entrer et sortir du bâtiment. Derrière la vitre, mon père faisait les 100 pas dans l'un des bureaux comme un animal en cage. Mon téléphone a vibré là où il était posé dans le porte-gobelet. Une nouvelle notification de mail est apparue à l'écran, l'aperçu montrant la première ligne. C'était de la journaliste. Elle a écrit que l'histoire avait été mise à jour et serait publiée en ligne ce soir-là. J'ai regardé les mots. Le ciel gris de Grenoble se reflétait faiblement dans l'écran sombre et j'ai réalisé que c'était le moment où les choses allaient vraiment changer. Pas seulement à l'intérieur du système bancaire, mais dans le monde où mon père avait passé des années à polir sa version de qui il était. Le ciel gris de Grenoble s'étalait derrière le pare-brise alors que j'étais assise là, agrippant mon téléphone, fixant l'email de la journaliste. Elle écrivait que l'article mis à jour serait mis en ligne ce soir-là avec les informations financières corrigées, les documents que j'avais envoyés et la reconnaissance que les dépenses de la maison avaient été supportées par moi seul. Pas de langage sensationnaliste, pas de drame, juste des faits qui couperaient plus profondément que n'importe quel titre. J'ai laissé tomber le téléphone dans la console et j'ai démarré le moteur. Le chauffage soufflait une fine vague d'air chaud alors que je quittais le parking et m'engageais sur la route. La circulation était légère, du genre qui vous fait remarquer chaque feu rouge plus que d'habitude. Je me surprenais à vérifier le rétroviseur, m'attendant à moitié à voir le vieux camion de mon père apparaître derrière moi. Il ne l'a jamais fait. De retour à mon appartement, l'air semblait immobile, plus lourd que lorsque j'étais parti ce matin-là. J'ai accroché mon manteau sur le bras d'une chaise et j'ai posé le dossier sur le comptoir de la cuisine. Le silence était du genre à la fois calme et bourdonnant de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Je me suis fait un thé juste pour donner à mes mains quelque chose à faire. L'eau claquait dans la bouilloire, un rappel brutal que mon père était probablement en train de défaire chaque mensonge dans lequel il s'était enveloppé pendant des années. Je me suis demandé ce qu'il avait dit au directeur de la banque. Je me suis demandé s'il m'avait blâmé ou s'il avait essayé de s'en sortir par le charme comme il essayait toujours de le faire en premier. Le thé était trop chaud, mais j'ai quand même pris une gorgée. Puis mon téléphone s'est allumé sur le comptoir avec une vibration qui m'a fait sursauter. Un appel manqué. Papa. Puis un autre et un autre.
3 appels en moins d'1 minute. J'ai éteint la sonnerie et j'ai regardé l'écran s'assombrir. Quelques secondes plus tard, il a de nouveau vibré. Un autre appel manqué. Puis un de plus. 5 appels, puis 10. Les appels continuaient de s'accumuler, les chiffres augmentant comme si quelqu'un tenait son doigt sur le bouton de rappel comme une arme. J'ai marché dans mon salon, faisant les 100 pas lentement, chaque vibration tranchant l'air comme un battement nerveux. J'avais vu mon père en colère de nombreuses fois dans ma vie, mais cela semblait différent. C'était lui hors de contrôle, son masque glissant en temps réel. Au 12e appel manqué, j'ai posé le téléphone face contre le canapé. Je ne voulais plus le regarder. Je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à plier du linge qui n'avait pas besoin d'être plié. Quand cela s'est terminé, j'ai réorganisé un tiroir que j'avais déjà nettoyé le week-end dernier, n'importe quoi pour garder mes mains stables. Après un moment, je suis retourné dans le salon. Le téléphone gisait silencieux. Puis il a de nouveau vibré, court et sec. Un message vocal. J'ai laissé échapper un lent souffle et j'ai appuyé sur lecture. Sa voix craquait de colère. Il a dit qu'il avait parlé à la banque et qu'il savait exactement ce que j'avais fait. Il a dit que je n'avais aucun droit de l'embarrasser devant qui que ce soit, surtout des gens avec qui il travaillait sur des projets communautaires. Il a dit qu'il avait donné toute sa vie à cette famille et que maintenant je le faisais passer pour un irresponsable. Je n'ai pas réagi. Mon cœur n'a pas sombré. J'ai juste écouté avec un détachement presque étrange, comme si j'entendais le père de quelqu'un d'autre divaguer dans la messagerie vocale de quelqu'un d'autre. Puis il a dit quelque chose qui m'a touché. Tu me dois tout pour tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai mis le message en pause. Je lui devais quoi? Pour les histoires qu'il se vantait de raconter devant les voisins, comme la façon dont il faisait des doubles journées quand j'étais petite, même si j'ai appris plus tard que c'était ma mère qui couvrait la plupart des factures. Pour le camion qu'il se vantait d'avoir acheté pour lui-même, mais pour lequel il avait utilisé l'argent de mes études pour verser la compte. Pour le prêt que j'avais secrètement payé pendant qu'il s'attribuait le mérite d'être un propriétaire responsable. Le téléphone a de nouveau vibré, un autre message vocal suivi de ce qui ressemblait à une notification de texto. Je ne l'ai pas ouvert. Au lieu de cela, je me suis assise sur le canapé et j'ai ramené mes genoux, fixant le plafond tandis que mon esprit dérivait vers le dernier Noël avant que tout cela n'arrive. Je me suis souvenu de la façon dont il s'était tenu à la tête de la table en parlant de l'importance de l'unité et de la gratitude. Je me suis souvenu des applaudissements qu'il a reçus quand il a complimenté la maison. Je me suis souvenu d'avoir pensé que la chaleur dans la pièce ne m'atteignait jamais vraiment. Le téléphone a de nouveau vibré. Une cascade d'alertes a illuminé l'écran. 10 autres appels manqués. Le compteur a bondi comme s'il faisait une course. 15. 20. Au moment où je me suis levé et me suis approché, le nombre avait atteint 27. J'ai appuyé la paume de ma main sur mon front et j'ai laissé échapper un souffle entre mes dents. Je savais qu'une fois l'article en ligne, les appels empireraient. Il voudrait des réponses, quelqu'un à blâmer, quelqu'un sur qui crier à huis clos, mais il n'y avait plus de version de moi qui le laisserait faire ça. Le téléphone a de nouveau vibré. 29. 30. Ça montait de la même manière que les tempêtes se forment sur la côte. Silencieux au début, puis rapide, puis tout d'un coup. Je pouvais sentir quelque chose changer, comme le sol sous une vieille maison qui cède enfin après des années de pression. À 35 appels manqués, je suis sorti sur mon balcon. Le soleil du soir était bas, colorant le ciel d'un rose doux qui donnait à l'air une sensation étrangement calme malgré tout. Les voitures se déplaçaient lentement dans la rue. En bas, quelqu'un promenait son chien devant la boîte aux lettres. Mon téléphone a de nouveau vibré dans ma main. 41. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas porté à mon oreille. Je l'ai juste tenu lâchement pendant que la vibration cessait et que le silence se répandait sur le balcon comme une couverture. Puis la vibration finale. 42 appels manqués. J'ai laissé ma main tomber le long de mon corps et j'ai fermé les yeux. L'air frais effleurait mon visage. Quelque part en bas, un carillon éolien a sonné doucement. Le monde continuait de bouger, stable et indifférent. À l'intérieur, le téléphone s'est de nouveau allumé. Un nouveau message vocal. Je suis resté là un moment, pas prête à l'entendre encore, pas prête à laisser sa voix revenir dans ma tête. Au lieu de cela, je suis rentré,
J'ai fermé la porte du balcon et j'ai posé le téléphone sur la table basse. Je suis allé à l'évier de la cuisine, j'ai fait couler l'eau et je me suis lavé les mains lentement. Le simple mouvement m'a ancré plus que toute autre chose ce jour-là. Quand j'ai finalement fermé le robinet, l'appartement semblait de nouveau silencieux. Pas le genre de silence qui cache la peur, mais celui qui attend. Je me suis séché les mains et je me suis appuyé sur le comptoir, fixant le téléphone de l'autre côté de la pièce. Une faible lueur pulsait de l'écran toutes les quelques secondes. C'était comme le moment avant qu'une mèche n'atteigne le feu. Quelque chose allait suivre, et je savais que cela changerait tout ce qui viendrait après. La lueur du téléphone continuait de pulser à travers le salon assombri comme un minuscule battement de cœur. Alors que je me tenais près du comptoir de la cuisine, les mains encore humides de l'évier. Mon appartement semblait suspendu entre deux moments, celui que je venais de vivre et celui qui attendait de l'autre côté de ce message vocal. J'ai traversé la pièce lentement, chaque pas semblant plus lourd qu'il n'aurait dû, et j'ai finalement pris le téléphone. J'ai appuyé sur lecture. La voix de mon père a rempli la pièce, éraillée et brute. Il semblait acculé, comme un animal cherchant une issue. Il a dit qu'il avait parlé au directeur de la banque et qu'il lui avait dit que le prêt était maintenant en cours d'examen à cause de ma déclaration. Il a dit que l'article était sorti et que les gens lui envoyaient déjà des messages. Il a dit que les voisins parlaient. Il a dit que quelqu'un à la caserne des pompiers avait transféré le lien au groupe de discussion. Il a dit que je l'avais humilié de la pire des manières. Puis son ton a changé, essayant de s'adoucir, essayant de reprendre le contrôle. Il a dit qu'il avait toujours fait de son mieux. Il a dit que je l'avais mal compris. Il a dit que tout cela était une grosse erreur que nous pourrions régler discrètement si seulement je le rappelais. J'ai laissé le message se jouer jusqu'à ce que sa voix se fane en parasite. Je suis resté là pendant un long moment, fixant le mur pendant que la maison se calmait autour de moi. Petit craquement dans le plafond et le bourdonnement lointain d'une voiture roulant sur le parking. Il m'a frappé que c'était la première fois depuis des années que je l'entendais sembler incertain. La première fois que j'entendais quelque chose de proche de la peur dans sa voix. J'ai posé le téléphone et je suis allé à la fenêtre. Dehors, les lampadaires brillaient contre le trottoir, et une voisine promenait son chien dans l'air froid de la nuit. La vie continuait, normale et stable, tandis que la mienne avait basculé en un souffle. Quand je me suis retourné vers la pièce, quelque chose en moi semblait plus clair, pas triomphant, pas vengeur, juste certain. J'ai pris le téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro du greffier civil du tribunal de Grenoble. Une voix a répondu à la deuxième sonnerie, un jeune homme qui semblait nouveau dans le métier. J'ai posé quelques questions sur les litiges de propriété, les responsabilités des co-emprunteurs et les étapes pour documenter formellement les contributions financières à une maison qui n'était pas légalement la mienne. Il m'a tout expliqué simplement. J'ai pris des notes, je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. Puis je me suis assise à ma table de salle à manger et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La lumière de l'écran a inondé la pièce alors que je créais un document intitulé « Résumé des registres financiers ». J'ai listé chaque euro que j'avais mis dans cette maison, chaque mois de facture, chaque réparation, chaque facture, chaque nuit tardive où j'étais resté éveillé à transférer de l'argent que j'aurais dû dépenser pour moi-même. Le total semblait irréel, comme s'il appartenait à la vie de quelqu'un d'autre. L'appartement est resté silencieux pendant que je rassemblais tout dans un dossier propre sur mon ordinateur. Quand j'ai fermé l'ordinateur portable, le poids qui vivait dans ma poitrine depuis des années s'est enfin déplacé. Je me suis levé, je suis allé à l'entrée et j'ai remis mes chaussures. L'air de la nuit était vif quand je suis sorti. J'ai descendu les escaliers et j'ai traversé le parking jusqu'à la boîte aux lettres qui se trouvait sous une faible lumière. Ma respiration s'élevait en petits nuages alors que j'attrapais la poignée en métal. À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe. J'ai reconnu l'écriture instantanément. Les lettres de mon père étaient pointues et anguleuses, comme s'il gravait chaque ligne au lieu de l'écrire. J'ai tenu l'enveloppe un moment, mon pouce effleurant le coin. Puis je l'ai ouverte. La lettre à l'intérieur était courte. Il a écrit que j'étais allé trop loin. Il a écrit que je l'avais embarrassé devant des gens qui le connaissaient depuis toute sa vie. Il a écrit que la famille devrait garder les choses à l'intérieur de la maison. Il a écrit qu'il espérait que je comprenais les dégâts que j'avais causés. Il n'a rien écrit sur les dégâts qu'il avait causés. J'ai plié la lettre et je l'ai remise dans l'enveloppe. Je ne l'ai pas déchirée. Je ne l'ai pas jetée.
Je l'ai simplement ramené à mon appartement et je l'ai placé dans le même tiroir où je gardais les documents de mon ancienne vie. Ce tiroir avait l'habitude de peser lourd. Maintenant, il ne semblait plus être que du papier. Le lendemain matin, la lumière du soleil traversait le sol de ma chambre en fines lignes dorées. J'ai préparé mon café lentement, savourant la chaleur qui montait de la tasse, laissant ma respiration se calmer. Mon téléphone a vibré sur le comptoir, mais cette fois, c'était un texto de quelqu'un d'autre. C'était la journaliste. Elle a écrit que l'article était en ligne et qu'elle l'avait de nouveau mis à jour avec une brève note de la rédaction clarifiant les registres financiers. Elle a dit que la réaction était déjà forte. Elle a écrit qu'elle appréciait ma volonté de dire la vérité même quand c'était difficile. Je l'ai remerciée et j'ai fermé le message. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que l'histoire ne se tordait plus entre les mains de quelqu'un d'autre. Elle tenait debout toute seule. Plus tard cet après-midi-là, on a sonné à ma porte. Quand j'ai ouvert, ma cousine Jeanne se tenait là, les mains enfoncées profondément dans les poches de son manteau. Elle avait l'air nerveuse d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle m'a dit qu'elle avait lu l'article. Elle a dit qu'elle n'avait pas connu toute la vérité et que la conversation de groupe de la famille était un désastre absolu. Elle a dit que mon père criait sur tout le monde et les accusait de le trahir. Elle a dit que ma belle-mère pleurait à cause de l'embarras et que mon frère Luc était furieux que la vérité soit sortie. J'ai écouté en silence. Quand elle a fini, elle m'a regardé avec quelque chose comme du regret. Je suis désolée, a-t-elle dit, de ne pas l'avoir vue plus tôt. Pour une fois, je n'ai pas haussé les épaules. J'ai simplement hoché la tête. Nous avons parlé quelques minutes à ma porte. Elle a dit qu'elle n'attendait pas de pardon et ne demandait rien. Elle voulait juste reconnaître les dégâts. Quand elle est partie, mon appartement m'a semblé de nouveau chaleureux, comme si l'air avait légèrement changé. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait, je suis sorti sur le petit sentier derrière mon immeuble. Les arbres bruissaient doucement au-dessus de moi. Un ruisseau coulait, mince et glacé, le long du sentier. Je suis resté là, les mains dans les poches, respirant le froid, le laissant s'installer en moi, de la même manière que la vérité l'avait finalement fait. J'ai pensé à la fille que j'étais, celle qui cherchait l'approbation, qui payait pour la paix, qui se pliait en forme juste pour correspondre aux contours des attentes de quelqu'un d'autre. Puis j'ai pensé à la femme que je suis maintenant. La femme qui avait choisi sa propre vie. La femme qui était enfin sortie de la tempête. Quand je suis retourné à mon appartement, le salon semblait plus lumineux. Le silence ressemblait à un ami. Le poids avait disparu. Je me suis assise sur le canapé et je me suis laissé respirer pleinement pour la première fois depuis longtemps. Et si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci, le silence peut être une force, et la vérité peut être la plus retentissante des vengeances.